L'année 1968 tirait sa révérence dans le souffle glacial de l'Atlantique. En cette fin d'automne, la Bretagne, terre de granit et de légende, pleurait l'un de ses enfants d'adoption, un homme dont le nom seul suffisait à raviver les braises d'un passé glorieux et douloureux. Georges Lefebvre était mort. Le cœur de la petite cité portuaire, d'ordinaire si robuste, semblait s'être arrêté avec le sien. Le vent qui giflait les coques des chalutiers amarrés au quai ne charriait plus seulement les embruns, mais le murmure d'un deuil collectif, une tristesse lourde et salée comme les larmes d'une veuve. L'église Saint-Pierre, trapue et fière face aux assauts de l'océan, était trop petite pour contenir la foule venue lui rendre un dernier hommage. Il y avait là les marins pêcheurs, au visage buriné par le sel et le soleil, les dockers aux mains larges comme des battoirs, les commerçants du bourg, les femmes en coiffe de deuil, et même le maire, ceint de son écharpe tricolore. Tous étaient venus saluer la mémoire du propriétaire du bistrot, à l'Ancre, ce lieu chaleureux où les histoires de mer se mêlaient aux récits flamboyants de la guerre. Car Georges Lefebvre n'était pas seulement un aubergiste apprécié ou un ancien docker respecté. Il était une icône, un fragment vivant de l'histoire de France, un héros de la résistance. Son fils, Pierre, un jeune homme de 25 ans, au regard clair et à la silhouette encore frêle, se tenait au premier rang, submergé par une vague contradictoire de chagrin et d'une immense fierté. Depuis son plus jeune âge, il avait grandi dans l'ombre immense de ce père, un chêne dont les racines plongeaient au plus profond de l'épopée nationale. Les histoires de Georges Lefebvre, il les connaissait par cœur. Elles avaient bercé son enfance, nourri son adolescence et façonné sa vision du monde, un monde où l'honneur, le courage et le sacrifice n'étaient pas de vains mots. Il revoyait son père, accoudé au comptoir en zinc de son bistrot, la pipe au coin des lèvres, le regard perdu vers le large, racontant Marseille. Pas la Marseille des cartes postales, mais la Marseille de l'occupation, celle du vieux port grouillant d'uniformes feldgros, de trafic et de murmures. Il racontait les nuits sans lune, le clapotis de l'eau contre les quais, l'odeur de mazout et de peur. Avec une précision qui forçait l'admiration, il décrivait les opérations de sabotage, les pains de plastique posés avec des mains tremblantes mais fermes sur les coques des navires de la Kriegsmarine. Il parlait de ses camarades, des dockers comme lui, des hommes simples devenus des soldats de l'ombre, unis par un serment plus fort que le sang. Il narrait avec une émotion contenue l'organisation des filières d'évasion, ces chemins de la liberté tracés à travers le labyrinthe des entrepôts et des ruelles obscures, permettant à des aviateurs alliés, à des juifs traqués, à des patriotes pourchassés, de fuir la barbarie nazie. Le nom de Georges Lefebvre, dans cette petite ville bretonne, était synonyme de vertu. On disait de lui qu'il avait le courage des anciens chevaliers et la modestie des saints. Une plaque avait même été apposée sur la façade de la mairie, listant les grands résistants de la région, et son nom y figurait en lettres d'or. Pour Pierre, son père n'était pas un homme. C'était un monument, le pilier moral sur lequel il avait bâti toute son existence. La mort de ce géant le laissait orphelin, non seulement d'un père, mais d'un guide, d'une boussole. Les jours qui suivirent les funérailles furent d'une tristesse infinie. Pierre se retrouva seul dans la maison paternelle, une bâtisse solide aux volets bleus qui surplombaient le port. Chaque objet, chaque meuble, chaque odeur semblait imprégné de la présence du défunt. Le silence était assourdissant, seulement troublé par le cri des goélands et le ressac de la marée. Il fallait vider, trier, ranger une vie entière. C'était une tâche herculéenne, un pèlerinage douloureux à travers les souvenirs. Il commença par le bistrot au rez-de-chaussée. Il dépoussiéra les photographies en noir et blanc accrochées au mur. Des visages souriants, des hommes au regard franc, ceux de Marseille, les compagnons de lutte de son père. Leur nom lui était familier, Jean-Claude, dit le Colosse, abattu par la Gestapo en janvier 1944. Antoine, le spécialiste des explosifs, disparu après une dénonciation. Marcel, qui coordonnait les passages vers l'Espagne, arrêté et déporté, jamais revenu des camps de la mort. Son père parlait d'eux avec une gravité respectueuse, comme on parle de martyrs.
En regardant leur visage figé pour l'éternité, Pierre sentit une nouvelle fois monter en lui cette fierté filiale. Son père avait survécu. Il avait porté leur mémoire, il avait été leur voix. Pendant des semaines, Pierre s'attela à cette tâche funèbre. Le grenier, les chambres, le bureau, chaque tiroir ouvert était une porte sur le passé. Il découvrit des lettres d'amour de sa mère, décédée 10 ans plus tôt, des carnets de compte du bistrot, des médailles militaires soigneusement rangées dans un écrin de velours. La croix de guerre, la médaille de la résistance. Des symboles tangibles de la bravoure paternelle. Il les prit dans ses mains avec une dévotion quasi religieuse. Rien ne semblait pouvoir écorner l'image immaculée du héros. Ce fut dans la cave qu'il fit la découverte qui allait faire basculer son univers. La cave était une crypte sombre et humide, où s'entassaient de vieilles barriques, des filets de pêche hors d'usage et un bric-à-brac accumulé au fil des décennies. L'air y était lourd, sentant la terre battue et le salpêtre. Au fond, dans l'angle le plus reculé, à moitié enfoui sous une pile de bois de chauffage, se trouvait une vieille caisse à outils en métal. Elle était rouillée, mais ce qui attira l'attention de Pierre fut un détail incongru. Le couvercle n'était pas simplement fermé, il était soudé au coffre. Une soudure grossière, irrégulière, mais solide, comme si quelqu'un avait voulu sceller son contenu pour l'éternité. L'intrigue piqua sa curiosité. Qu'est-ce que son père, un homme si méticuleux, aurait bien pu vouloir enfermer avec tant de soin? Un trésor de guerre? Des souvenirs trop personnels? Poussé par une impulsion irrépressible, il remonta chercher une meuleuse dans l'atelier. Le bruit strident de l'acier attaquant l'acier résonna dans la cave silencieuse comme un sacrilège. Des gerbes d'étincelles illuminaient son visage concentré. L'effort le fit transpirer malgré le froid ambiant. Il ne s'agissait pas seulement d'ouvrir une boîte, mais de forcer l'entrée d'un sanctuaire secret. Enfin, la soudure céda. Avec un grincement sinistre, le couvercle s'entr'ouvrit. Pierre le souleva, le cœur battant. À l'intérieur, la déception. Pas d'outils précieux, pas de pistolet Luger souvenir de la guerre, pas de lingots d'or, juste une couche de vieux chiffon graisseux et malodorant. Il plongea la main, prêt à abandonner, quand ses doigts heurtèrent une surface dure et plate. Ce n'était pas le fond de la caisse. C'était un double fond. Avec une précaution nouvelle, il retira les chiffons un par un. Une plaque de tôle fine était simplement posée sur des tasseaux de bois. Il la souleva, et ce qu'il vit en dessous lui coupa le souffle. Le compartiment secret n'était pas grand, mais il était rempli. Sur la gauche, plusieurs liasses de billets de banque, jaunis et fripés par le temps, maintenus par des élastiques desséchés qui se brisèrent au premier contact. Il en reconnut immédiatement le dessin. C'étaient des francs de l'époque, des billets émis sous le régime de Vichy, ceux qui circulaient pendant l'occupation. Il y en avait une fortune. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de francs. D'où venait cet argent? Mais ce n'était pas l'argent qui retint son attention. C'était l'objet posé à côté. Un petit carnet à la couverture de cuir noir, lisse et froid au toucher. Il n'y avait aucune inscription, aucun titre. Juste ce rectangle sombre, dense, presque menaçant. Une pensée fulgurante traversa l'esprit de Pierre, emplissant son cœur d'une émotion respectueuse et exaltée. C'était forcément cela. Le journal de guerre de son père. Le récit brut, authentique de ses années de lutte clandestine. La vérité derrière les histoires racontées au bistrot. Le testament d'un héros, confié au secret d'une boîte soudée. Il remonta de la cave, le carnet et une liasse de billets à la main, comme un archéologue venant de mettre au jour une relique inestimable. Il s'installa à la table de la cuisine, là où tant de fois il avait écouté son père. Le soleil d'hiver filtrait à travers la fenêtre, jetant une lumière blafarde sur la pièce. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'il posait le carnet devant lui. Il prit une profonde inspiration, se préparant à communier avec l'âme de son père, à lire les mots qu'il n'avait jamais osé prononcer. Il ouvrit la première page. Et le monde s'effondra. Ce n'était pas un journal. Il n'y avait pas de phrases, pas de récits, pas de réflexions. C'était un livre de contes, un registre froid, méthodique, implacable. Sur chaque page, l'écriture de son père, cette écriture penchée et régulière qu'il connaissait si bien, avait tracé 3 colonnes. Une date, un nom ou le nom d'un navire, un montant.
La première entrée glaça le sang de Pierre. 12 janvier 1944, Jean-Claude R. Le Colosse, 3000 francs. Jean-Claude, Le Colosse, l'ami de son père, abattu par la Gestapo en janvier 44. Pierre se souvenait de l'histoire. Son père l'avait raconté des dizaines de fois, la voix étranglée par l'émotion. Une embuscade près des docks, Jean-Claude s'était battu comme un lion avant de tomber sous les balles allemandes. Un salaud a dû parler, concluait toujours son père, le poing serré. Pris d'un vertige, Pierre tourna la page. 23 février 1944. Cargaison Espoir. 10 000 francs, info transmise à H. La cargaison Espoir. Un parachutage d'armes et d'explosifs attendu par le réseau. Une opération capitale qui avait tourné au désastre. La Gestapo attendait les résistants sur le lieu de réception. Le réseau avait été décapité. Encore une fois, la thèse de la trahison avait été évoquée, mais le coupable n'avait jamais été trouvé. Info transmise à H. Qui était ce H? Pierre se sentit nauséeux. Il feuilletait les pages du carnet avec une frénésie morbide, son esprit refusant de comprendre l'horrible vérité qui s'imposait à lui. Les noms défilaient, des noms qu'il connaissait, des visages qu'il avait vus sur les photos du syndicat, des héros célébrés chaque année lors des commémorations. À côté de chaque nom, une somme d'argent, et parfois, cette note laconique, terrifiante, info transmise à H. Les dates correspondaient. Elles correspondaient toutes, avec une précision diabolique. L'arrestation d'Antoine, le spécialiste des explosifs, le démantèlement de la filière de Marcel, l'interception d'un sous-marin britannique qui devait exfiltrer des agents. Chaque date du carnet correspondait à une tragédie pour la résistance marseillaise. Chaque montant était le prix d'une vie, le salaire d'une forfaiture. L'argent qu'il avait trouvé n'était pas un trésor de guerre. C'était le prix du sang, le prix de la trahison de ses camarades. L'image de son père se fissurait, se brisait en 1000 morceaux. Le héros s'évanouissait, remplacé par une silhouette monstrueuse. Les histoires racontées au coin du feu n'étaient plus des épopées, mais des mensonges cyniques, des constructions élaborées pour masquer la plus abjecte des lâchetés. Les détails précis, les descriptions vivantes qui avaient tant fasciné l'enfant n'étaient pas le fruit du souvenir, mais de la connaissance de celui qui avait tout organisé, de celui qui tenait les fils des marionnettes avant de les livrer au bourreau. Georges Lefebvre n'était pas un héros de la résistance. Il était l'informateur, le traître, la taupe qui avait rongé le réseau de l'intérieur, le livrant en pâture à la Gestapo, homme par homme, opération par opération. Pierre sentit les larmes lui brûler les yeux, des larmes de rage, de dégoût, de désespoir. Il se leva, titubant, et alla vomir dans l'évier. Son corps se rebellait contre la monstruosité de la révélation. Le pilier de sa vie venait de s'écrouler, l'entraînant dans sa chute. Tout ce en quoi il avait cru n'était qu'une imposture. Son nom, le nom de Lefebvre, n'était pas synonyme de courage, mais d'opprobre. Il retourna à la table comme un automate. Il devait aller jusqu'au bout. Il devait tout savoir. Il tourna les dernières pages du carnet, les doigts gourds. La dernière page était différente. Il n'y avait pas de date, pas de montant, juste une liste de 4 noms sous un titre écrit en lettres capitales comme une sentence de mort. Et doit disparaître avant la libération. Les noms étaient ceux de 4 dockers. Pierre n'en connaissait que 2 pour les avoir entendus mentionnés par son père. Des hommes qui, disait-il, étaient devenus trop nerveux, paranoïaques à la fin de la guerre. Ils racontaient qu'ils avaient été tués lors des combats pour la libération de Marseille en août 1944. Un hasard tragique, une balle perdue. Pierre comprit alors l'ultime abjection. Ces hommes n'étaient pas morts par hasard. Ils étaient les seuls qui, sans doute, commençaient à avoir des soupçons. Ils se rapprochèrent de la vérité. Ils devenaient un danger pour l'informateur qui préparait déjà sa reconversion en héros de la libération. Son propre père les avait fait taire. Il ne s'était pas contenté de les vendre à l'ennemi. Il les avait probablement éliminés lui-même, ou fait éliminer, pour s'assurer que son secret mourrait avec eux. Il n'avait jamais revu la fin de la guerre, car le traître avait veillé à ce qu'il ne puisse jamais parler. Le carnet tomba des mains de Pierre.
Il glissa sur la table et s'immobilisa, ouvert sur cette dernière page, cette liste funèbre qui témoignait d'une cruauté et d'un sang-froid insoutenable. La lumière du jour avait baissé. Le crépuscule envahissait la cuisine, plongeant la pièce dans une pénombre sépulcrale. Dehors, la corne de brume d'un chalutier rentrant au port déchira le silence. Un son familier, rassurant, qui lui parut soudain venir d'un autre monde, un monde d'innocence qu'il venait de perdre à jamais. Pierre resta là, immobile, pendant des heures. Il était seul dans la maison de l'imposteur, le gardien d'un secret immonde. Le monument s'était révélé être une fosse commune, et il était debout sur le bord, le regard fixé sur les ossements de ceux que son père avait sacrifiés. L'héritage du héros n'était pas la gloire, mais la honte. Une honte si profonde, si vaste, qu'il sentait qu'elle allait l'engloutir. La nuit était tombée sur le petit port breton, mais dans le cœur de Pierre Lefebvre, une nuit bien plus noire venait de commencer, une nuit sans promesse d'aube. La question n'était plus de savoir qui était son père, mais ce que lui, le fils du traître, allait faire de cette vérité assassine. Les semaines qui suivirent furent une descente aux enfers. Pierre Lefebvre, à 25 ans, devint le prisonnier d'une maison hantée, non par des spectres gémissants, mais par le silence assourdissant d'une vie entière de mensonges. Chaque objet, chaque parcelle de mur semblait désormais souillé par la trahison. Le fauteuil en cuir où son père s'asseyait pour raconter ses prétendus exploits était devenu un trône d'infamie. Les médailles, rangées dans leur écrin de velours, n'étaient plus que des morceaux de ferraille, le butin cynique d'un imposteur. Il vivait dans le mausolée d'un monstre qui avait réussi à se faire passer pour un saint. Le sommeil le fuyait. Lorsqu'il parvenait à s'assoupir, des cauchemars le projetaient sur les quais de Marseille en 1943. Il voyait les visages des hommes du carnet, des visages confiants, fraternels, marchant vers un piège tendu par celui qu'ils appelaient leur ami. Il entendait les rafales des pistolets mitrailleurs allemands, les cris de surprise et de douleur, puis le bruit des bottes sur les pavés. Et dans l'ombre, il devinait toujours la silhouette de son père, comptant les liasses de billets, le visage impénétrable. Pour ne pas sombrer dans la folie, il se força à une discipline macabre. Il relut le carnet, encore et encore, jusqu'à en connaître par cœur chaque ligne, chaque nom, chaque montant. Puis, il entreprit de confronter le livre de comptes à la légende paternelle. Il se remémora les histoires, ces récits qui avaient été l'évangile de son enfance, et y chercha la trace du poison. Il la trouva partout. Il se souvint de l'histoire de la nuit du grand brouillard, en novembre 1943. Son père la racontait avec un talent de conteur exceptionnel. Le réseau devait récupérer une livraison d'armes sur un cargo suédois, l'Odin. L'opération était d'une audace folle. Georges décrivait comment, avec son équipe, ils avaient déjoué la surveillance des sentinelles allemandes grâce à une brume à couper au couteau, un cadeau du ciel. Mais à la dernière minute, une patrouille de la Feldgendarmerie avait surgi de nulle part. S'ensuivait une fusillade. Georges, dans son récit, parvenait à s'échapper de justesse en plongeant dans les eaux glaciales du port, tandis que 3 de ses camarades étaient fauchés par les balles. Il concluait toujours par un soupir « Ce soir-là, nous avons eu la poisse, une patrouille qui n'aurait jamais dû être là. » Pierre ouvrit le carnet à la page correspondante. La vérité, crue et sordide, lui sauta au visage. 22 novembre 1943, cargo Odin, 5000 francs, patrouille prévenue, info transmise à H. La poisse avait un nom. Le hasard avait un prix. Le brouillard n'avait pas été un allié, mais un linceul, et son père, le grand ordonnateur de la cérémonie funèbre. L'héroïque plongeon dans le port n'était plus une fuite éperdue, mais une retraite planifiée, la sortie de scène du Judas une fois sa besogne accomplie. Chaque détail héroïque devenait la preuve d'une préméditation ignoble. Il n'avait pas échappé à la mort, il l'avait servi sur un plateau. Pierre était confronté à un dilemme qui lui rongeait l'âme, un choix impossible entre 2 formes de sacrilège. Devait-il détruire ce carnet maudit ? Le jeter au feu, le laisser se consumer jusqu'à ce que la vérité ne soit plus qu'un tas de cendres, et avec elle, le déshonneur de son nom. Ce serait préserver la paix de sa famille, l'illusion réconfortante de la petite ville bretonne, la mémoire d'un faux héros pour ceux qui l'avaient aimé.
Ce serait choisir le silence, le mensonge par omission, mais ce serait aussi devenir le complice posthume de son père. Ce serait cracher sur la tombe des véritables martyrs, les condamner à une seconde mort, celle de l'oubli et de l'injustice. Ou bien devait-il parler? Révéler la vérité au grand jour, faire exploser la statue du commandeur? Ce serait rendre leur honneur aux victimes, donner un sens à leur sacrifice, répondre enfin aux questions qui hantaient à leur famille depuis plus de 20 ans. Mais ce serait aussi salir son propre nom à tout jamais. Il deviendrait le fils du traître. Il porterait le stigmate de la faute paternelle, un fardeau qu'il n'avait pas mérité, mais dont il ne pourrait jamais se délester. Ce serait choisir la vérité, une vérité qui détruit, qui déchire, mais qui peut-être libère. Pendant des semaines, il oscilla entre ces deux abîmes. Il passait ses journées à errer sur les sentiers côtiers, le vent glacial de la Manche fouettant son visage, espérant que la fureur des éléments emporterait le tumulte de son esprit. Il regardait les vagues se briser sur les rochers, un spectacle de destruction et de renaissance perpétuelle. Une nuit, incapable de trouver le repos, il se leva et se posta devant le miroir de l'entrée. Dans le reflet, il ne vit pas son propre visage, mais celui de son père. Les mêmes yeux, la même forme de bouche, et pour la première fois, il eut peur de lui-même, peur de cette part de son père qui vivait en lui. Il comprit alors qu'en gardant le secret, il ne ferait que perpétuer le mensonge. Il deviendrait à son tour un gardien de l'imposture. La lâcheté ne devait pas être héréditaire. Sa conscience, cette voix intérieure qu'il avait tenté d'étouffer, finit par l'emporter. Il ne pouvait pas vivre en étant le geôlier de cette vérité. Sa décision était prise irrévocable. Elle était aussi douloureuse qu'une amputation. Le lendemain matin, il fit une petite valise. Il y plaça quelques affaires, et avec un soin infini, comme s'il manipulait une relique sacrée et explosive, il y déposa le carnet de cuir noir. Il ferma à clé la maison de son enfance, la maison du mensonge, et se rendit à la gare. Il prit un billet. Destination, Marseille. Le voyage en train fut une longue traversée de la France et de sa propre angoisse. Il regardait défiler les paysages, des bocages verts de l'ouest aux plaines dorées du centre jusqu'aux terres arides et lumineuses de la Provence. Il ne se rendait pas sur les lieux d'un crime, mais sur l'autel d'un sacrifice, et c'était l'honneur de son propre nom qu'il s'apprêtait à immoler. Arrivé à la gare Saint-Charles, il fut saisi par la lumière et le tumulte de la cité phocéenne. L'air était vibrant, chargé d'odeurs d'épices, de poissons et d'iode. Il descendit la Canebière jusqu'au Vieux-Port. Là, le décor des récits de son père prenait vie sous ses yeux. Le soleil faisait scintiller l'eau. Les mâts des bateaux dansaient une gigue silencieuse. C'était ici que des hommes courageux étaient tombés, trahis par l'un des leurs. Les fantômes étaient là, il pouvait sentir leur présence dans le souffle du Mistral. Après s'être renseigné à la mairie, il obtint l'adresse d'une association, l'Amicale des fils et filles de résistants et déportés de Marseille. Le nom seul lui parut d'un poids immense. Il téléphona. Une voix de femme douce et un peu lasse lui répondit. Il expliqua brièvement qu'il était le fils d'un ancien résistant de Marseille, Georges Lefebvre, et qu'il avait en sa possession des documents d'époque d'une importance capitale. Le nom de Lefebvre agit comme un sésame. La femme lui donna rendez-vous pour la réunion mensuelle de l'association, qui se tenait 2 jours plus tard. Le jour dit, le cœur au bord des lèvres, Pierre se rendit à l'adresse indiquée, un local modeste situé dans une rue du quartier du Panier. À l'intérieur, une vingtaine de personnes étaient assises sur des chaises disposées en cercle. Des hommes et des femmes d'âge mûr, des visages marqués par la vie, mais où brillait une flamme de fierté et de mémoire partagée. La présidente, la femme qu'il avait eue au téléphone, l'accueillit chaleureusement. « Mes amis, permettez-moi de vous présenter Pierre Lefebvre. Il est le fils du grand Georges Lefebvre, l'un des héros des réseaux de dockers. » Un silence respectueux s'installa, suivi d'un murmure approbateur. Plusieurs personnes se levèrent pour lui serrer la main, les yeux embués d'émotion. « Votre père était un homme exceptionnel, » lui dit un vieil homme à la moustache blanche. « Il a sauvé mon oncle. Sans lui, il n'aurait jamais pu rejoindre l'Angleterre. » Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Pierre. Il sentait le poids de leur regard bienveillant comme une tonne de plomb. La présidente l'invita à prendre la parole.
Il se leva, la gorge sèche, les mains moites. La valise posée à ses pieds lui semblait peser une tonne. Il balaya l'assemblée du regard, ces visages qui incarnaient l'honneur et le sacrifice, et il sut qu'il ne pouvait plus reculer. « Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre accueil. Je suis bien le fils de Georges Lefebvre. » Sa voix se brisa. Il fit une pause pour reprendre son souffle, sous les regards emplis de compassion de l'auditoire. « Depuis que je suis enfant, on me raconte l'histoire de mon père, l'histoire d'un héros. L'histoire que vous connaissez tous. » Il marqua un temps. Le silence était total. « Il y a quelques semaines, mon père est décédé. En vidant sa maison, j'ai trouvé quelque chose, un document qu'il avait caché, un document qui raconte une autre histoire. » L'atmosphère commença à changer. L'incompréhension se lisait sur les visages. Pierre se pencha, ouvrit sa valise et en sortit le carnet de cuir noir. Il le tenait entre ses mains tremblantes. « Mon père n'était pas un héros. » La phrase tomba dans la pièce comme une pierre tombale. Un frisson parcourut l'assemblée. Il n'a pas combattu les Allemands. Il a travaillé pour eux. Il était l'informateur de la Gestapo au sein de son propre réseau. Une déflagration. Le mot est faible pour décrire ce qui se produisit. Ce fut un séisme qui ébranla les fondations mêmes de leur mémoire collective. D'abord, l'incrédulité. Des exclamations outrées fusèrent. « C'est impossible. C'est un mensonge. Comment osez-vous insulter sa mémoire ?» Pierre, le visage livide, posa le carnet sur la table au centre du cercle. « Tout est là-dedans, » dit-il d'une voix sourde. « Les noms de vos pères, les noms de vos oncles, à côté de chaque nom, la date de leur arrestation et la somme que mon père a reçue en échange de leur vie. » Un homme se leva, le visage congestionné par la colère, et s'approcha. Il s'empara du carnet. C'était le fils de Jean-Claude R., le colosse. Il feuilleta les pages avec une fureur contenue. Arrivé à la page fatidique, il s'arrêta. Ses épaules s'affaissèrent. Il fixa la ligne, l'écriture de Georges Lefebvre, le montant. Il laissa échapper un sanglot rauque, un son de bête blessée à mort. Il leva les yeux vers Pierre, et dans son regard, il n'y avait plus de colère, mais une immense, une insondable tristesse. L'un après l'autre, les membres de l'association se penchèrent sur le livre maudit. Et pour chacun, la vérité éclatait, monstrueuse. Une femme se mit à pleurer en silence, le visage entre les mains. Un autre homme, blême, sortit prendre l'air. Pour ces familles, des décennies de questions sans réponse, de doutes inavoués, de détails qui clochent, trouvaient soudain leur explication. Pourquoi leur père, si prudent, était-il tombé dans une embuscade aussi grossière? Comment la cache d'armes, connue de 5 personnes seulement, avait-elle été découverte? La pièce manquante du puzzle, celle qu'ils n'avaient jamais osé imaginer, venait de leur être livrée. Le traître était le plus insoupçonnable de tous, le héros lui-même. La séance fut suspendue dans le chaos et la douleur. Mais après le choc, après la colère, vint une étrange forme de résolution. Ensemble, dans la peine et la dignité, ils prirent une décision. L'affaire devait être rendue publique. Non par vengeance, mais par devoir de mémoire. Pour l'honneur des fantômes, le carnet fut confié à des experts judiciaires. L'analyse graphologique fut formelle. C'était bien l'écriture de Georges Lefebvre. L'encre, le papier, tout correspondait à l'époque de l'occupation. La vérité était irréfutable. Le scandale fut national, il fit la une de tous les journaux. L'onde de choc se propagea jusqu'en Bretagne, où la petite ville portuaire apprit, anéantie, que son héros était l'un des pires salauds de la guerre. Le châtiment, même posthume, fut à la hauteur de la trahison. Le nom de Georges Lefebvre fut retiré de toutes les plaques commémoratives. Des ouvriers municipaux sous un ciel gris firent sauter au burin les lettres de son nom gravées dans le marbre des monuments aux morts. Un acte d'une violence symbolique inouïe. Son nom fut effacé de l'histoire, rayé du grand livre des patriotes, comme il avait lui-même rayé la vie de ses camarades. Le bistrot, à l'encre, ferma ses portes, sa façade devenant un mur de honte que les passants évitaient de regarder. Quelques mois plus tard, une nouvelle cérémonie fut organisée sur le vieux port de Marseille. Il n'y avait pas de discours officiels grandiloquents, pas de fanfares militaires, juste le soleil, la mer et les familles des victimes.
une nouvelle plaque fut dévoilée. Dessus, simplement gravés dans la pierre, les noms des dockers trahis et assassinés. Pierre Lefebvre était là. Il se tenait un peu à l'écart, debout, seul. Il n'était ni un accusateur, ni un héros. Il était le fils, acceptant le fardeau de la faute, portant sur ses épaules le poids de l'opprobre. Des regards se tournèrent vers lui. Il n'y eut ni haine ni pitié, mais une forme de reconnaissance grave et douloureuse. En brisant l'idole, il avait permis à la vérité de guérir les vivants et d'apaiser les morts. Il n'avait pas sauvé la mémoire de son père. Il avait au contraire présidé à son exécution. Mais il avait fait quelque chose de bien plus important. Il avait lavé l'honneur des fantômes du vieux port. En cet instant, sous le ciel bleu de la Méditerranée, tandis que les noms des vrais héros résonnaient enfin dans le vent, Pierre sentit qu'il pouvait, enfin, reposer en paix. Le prix de la trahison avait été payé, et la justice, même tardive, avait triomphé des mensonges.